Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 10 décembre 2021. Je fais cette vidéo pour revenir un peu sur l'actualité française. Je me présente sur le net, mon surnom c'est Djoubian, hein, je suis un panafricain convaincu et puis accessoirement, je me définis comme étant un spécialiste de la France, accessoirement. Donc je reviens aujourd'hui sur l'actualité française pour parler un peu de l'élection présidentielle là, qui arrive bientôt, qui est prévue au mois d'avril 2022 en France. Et donc, alors, j'essaie de donner mon point de vue, évidemment, en tant que citoyen qui vit dans ce pays depuis un certain nombre d'années, pas dire des décennies. Et bon, très rapidement, il y a un jeune frère qui m'a envoyé un commentaire et qui m'a dit, lui, il aimerait avoir mon avis sur le jeune homme qui a 18 ans, qui est étudiant, je crois, en droit, et qui soutient, en fait, Éric Zemmour. Bon, euh, j'allais dire très rapidement, on est dans le pays au monde où l'élite manipule les gens, mais je crois que, très franchement, de mon point de vue, la France détient euh, le meilleur prix, le prix le plus élevé pour manipuler les citoyens. Alors, évidemment que la France n'est pas seule en la matière, c'est-à-dire que dans la plupart des pays, on manipule les citoyens. Mais la France, pour moi, détient le record. Vous comprenez? Et d'ailleurs, ce qu'il faut retenir, c'est par exemple, regardez leur devise, regardez la devise française. Liberté, égalité, fraternité. Eh bien, essayez de vous amuser à regarder les devises des différents pays au monde. Et vous allez voir que la France est unique. Pourquoi? Parce que liberté, égalité et fraternité, mais très franchement, en tant qu'être humain vivant en société, j'allais dire pour moi, c'est une des devises euh, vraiment excellentes. Mais là où le problème se pose, c'est dans l'application. Et c'est là où on voit l'escroquerie. Mais oui. Et les gilets jaunes ont payé le prix et continuent à payer le prix. C'est ça, en fait. Parce que ma définition, moi, pour le combat des gilets jaunes, j'ai dit, ce sont des citoyens. Alors, souvent, on met en avant sur le fait que c'est le prix du carburant. Non, en réalité, le prix du carburant, ce n'est que la goutte d'eau. Voilà. Sinon, le fond du problème, c'est le fonctionnement de la démocratie française qui est remis en cause. La preuve en est, vous voyez, tout au long de leur manifestation, là on est dans la troisième année, hein, puisqu'ils ont commencé à manifester, je crois, le 18 novembre 2017, non, 17 novembre 2018, voilà, puisque Macron est arrivé au pouvoir en 2017, voilà, c'est ça. Hein. Et bien, par la suite, il parle de, comment on appelle ça, du référendum d'initiative citoyenne. Vous comprenez? Parce qu'il constate qu'en France, il fut un temps où, au début de la Ve République, il y avait des référendums, notamment le général de Gaulle lui-même, voilà, il utilisait, euh, alors que lui, il était militaire, donc on pouvait s'attendre à un dictateur vraiment féroce. Or, le constat qu'on fait, et d'ailleurs c'est vraiment ça qui est paradoxal, c'est que très souvent, vous allez observer que la plupart du temps, c'est les civils qui sont aujourd'hui au XXe, XXIe siècle, les plus dictateurs que les militaires eux-mêmes. Vous comprenez? C'est ça qui est paradoxal. Parce que qu'un militaire soit dictateur, bon voilà, on se dit ça va de soi, ou c'est pas très étonnant. Mais par contre, les civils, ils battent tous les records. Si vous faites des statistiques, vous allez voir, hein, sur 10 dirigeants, 15 dirigeants, 20 dirigeants, il y a un ou deux militaires, mais les militaires sont beaucoup plus prudents. Mais les va-t-en-guerre, ce sont les civils. Donc posez-vous la question, comment ça se fait? Voilà, c'est le paradoxe. Donc là, moi, vous avez suivi au long de mes vidéos, j'en fais depuis 2019. Et comme je rappelle que ma première chaîne, je suis monté à plus de 15 000 abonnés. Et puis YouTube a coupé. Hein, c'est la censure. C'est pas autre chose. Voilà. Censuré. Puis là, il y a un frère qui a beaucoup d'estime pour moi. Il a tout fait pour que je revienne sur les réseaux sociaux. Parce que moi-même, je voulais faire un stand-by, enfin, en tout cas un break. Il m'a dit non, il y a beaucoup de gens qui te suivent, donc ce serait dommage que voilà. Et donc c'est pour ça que là je suis de retour, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, mais tout ça grâce à lui, hein, parce que je suis toujours que, comme je suis très fair-play, j'aime me reconnaître, hein, donc le frère en question, il faut lui remettre à lui, hein, comment dire, son amitié, sa fraternité, hein, son panafricanisme, voilà, donc tout ça est réuni. Il est d'origine guadeloupéenne, hein, bon, je ne dis pas les noms, les gens qui connaissent vont le reconnaître, mais bon. Euh, je ne le dis pas par son propre choix, hein, c'est lui, sinon ça ne m'aurait pas dérangé de dire, mais peut-être qu'un jour je vais, mais lui-même c'est lui qui, il n'a pas envie que je donne son identité, mais bon.
Et moi, c'est de tout cœur. Bon. Donc, ce que je disais, c'est que la France, vous voyez, au long de mes vidéos, je la disqualifie sur le plan démocratique. Voyez-vous? Par exemple, on dit que la France est connue dans le monde pour la haute couture. Bon, si tout ça, on compare avec d'autres pays, hein, notamment l'Italie ou l'Angleterre et tout ça, voilà, surtout l'Italie. Je crois que sur le plan de la haute couture, au monde, voilà, c'est les deux pays comme ça. Bon, encore que c'est un raisonnement eurocentré. Voilà, parce que si on a une approche vraiment objective, eh ben, en Afrique, il y a des gens très, très, très doués. Bon. Après la haute couture, vous avez la gastronomie. Là aussi, pareil, la France détient le flambeau pour dire que c'est le pays de la haute gastronomie. Là. Bon. Tout ce que j'énumère là, je dis, bon, là, je veux bien. Mais en matière démocratique, la France est disqualifiée. Pourquoi? Mais parce que, en fait, je vais vous dire, récemment, j'ai écouté quelqu'un comme Étienne Chouard. Étienne Chouard, c'est un professeur d'économie et de droit. D'ailleurs, je vous encourage à regarder. Une fois, il y avait une émission qui était passée sur Sud Radio. Et il y avait comme invité, lui, Étienne Chouard, lui, il faisait partie des animateurs. Il y avait lui et puis le journaliste. Et puis comme invité, il y avait le professeur Nicolas Gbou. Et puis il y avait, comment on appelle ça, l'ami de Gbagbo, là, le conseiller de Gbagbo, le français, là. J'oublie son nom. Et puis il y avait le regretté journaliste François Mattei, voilà. Ils étaient venus pour parler du franc CFA et tout ça. Et c'est suite à ça d'ailleurs qu'il a commencé à avoir ses ennuis, Étienne Chouard. Donc Étienne Chouard, c'est un des penseurs des Gilets jaunes. Et récemment, ce qu'il a dit, parce qu'il a aussi paru pour le retrouver sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur YouTube surtout, vous tapez Étienne, son prénom, Chouard, hein, son patronymique, son nom de famille. Et vous allez voir, vraiment quelqu'un d'intègre, il est intellectuellement très honnête. Donc il explique qu'en fait, on est rendu au stade où les citoyens français ont fait une confiance aveugle aux dirigeants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Alors qu'il aurait fallu vérifier toujours, très souvent, et ne pas confier comme ça leur destin à des gens, hein, sous prétexte qu'ils sont mandatés. Et il dit que ce qu'on vit aujourd'hui, ça vient de ça. Ça vient du fait que le citoyen français a laissé faire. Et donc les autres, là, maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Alors que s'ils avaient été surveillés tout le temps, eh ben, et d'ailleurs, son raisonnement est tellement vérifié, parce que dans n'importe quel domaine, vous comprenez bien que pour n'importe qui, si vous surveillez la personne, eh ben, évidemment qu'elle elle va faire attention, parce que vous la surveillez, alors que si vous ne la surveillez pas, bon, mais c'est open bar. Vous voyez, donc on est un peu dans cette situation-là aujourd'hui, en France, où quelqu'un comme Emmanuel Macron, on ne sait pas d'où il sort, il a été chez Rothschild en tant que banquier, ensuite il a été nommé secrétaire d'État dans les gouvernements successifs de quand François Hollande était au pouvoir, vous voyez. Après, il a été, comment on appelle ça, au ministère de l'économie, hein, il a travaillé avec Arnaud Montebourg, et après, il devient maintenant, tout d'un coup, comment on appelle ça, un renfort des informations médiatiques. Enfin, en tout cas, c'était du jamais vu. Hein, c'est-à-dire que en France, on n'avait jamais vu ça, où tous les médias, hein, c'est-à-dire la presse écrite, l'audiovisuel, c'est-à-dire la télévision, la radio, c'était Éric Zemmour. Enfin, même là maintenant, oui, je parle des Zemmour, mais parce que justement, pour arriver à Zemmour, ben, c'était d'abord quelqu'un comme Macron. Voilà, ils ont matraqué. Donc, au final, le peuple il est lobotomisé, il est complètement perdu, il est assommé. Vous voyez. Et comme il n'a pas, je pense, hein, je me permets de le dire, mais ça vient du fait que l'élite a vraiment mis le peuple français dans cet état-là. Eh bien, il n'est pas averti, il n'est pas, comment dire ça, vraiment politique. Vous comprenez? Parce que justement, on l'a endormi dans les divertissements et puis on a flatté son ego, on flatte son ego depuis 1789 d'ailleurs. C'est-à-dire quand on dit liberté, égalité et fraternité, je dis amusez-vous à regarder les devises des autres pays. C'est un pays qui est à part, qui est unique à avoir ça. Maintenant, je dis, c'est idéal comme comment dire, devise. Mais là où le bas blesse, c'est la non-application. Donc c'est la pure théorie. Et c'est donc le résultat des courses. Mais c'est perturbant pour le citoyen. C'est clair. Vous voyez. Donc, Emmanuel Macron, il a été mis par l'oligarchie, hein, c'est clair, non? Lui-même, il le dit, je vous dis l'interview qu'il avait donnée à l'époque, où il a reconnu, il a dit qu'il est arrivé au pouvoir par effraction. Et ce que je regrette, c'est qu'il y a certains journalistes africains qui utilisent ça, ou des diplômés africains, là, parce que je dis, voilà, ceux qui n'ont rien compris, parce qu'ils font le malin alors qu'ils n'ont rien compris. C'est clair. Vous voyez? Après Vanet, ils accordent du crédit encore à la démocratie française, alors que pour moi, non. Je dis, en France, s'il y a une démocratie réellement qu'on peut respecter, c'est peut-être quand il y a les élections municipales dans des petits villages. Vous voyez? Parce que là-bas, et encore, mais en tout cas, j'accorde plus de crédit là-bas que l'élection présidentielle. Les choses sont claires. Et puis les autres élections intermédiaires, c'est-à-dire
les députés, les sénateurs, ils sont élus de manière indirecte. Bon, ça complique encore même la démocratie parce qu'ils sont élus par ce qu'on appelle les grands électeurs, c'est-à-dire les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, c'est-à-dire les conseillers généraux, les maires et tout ça, et puis les députés. Voilà. Ce sont eux qui élisent les sénateurs. Bon, donc ça, c'est pas normal. Voilà. Je veux dire, en tout cas, pour une démocratie qui se respecte, ça doit émaner du peuple. Mais ça n'a pas toujours été le cas, il faut savoir. En France, quand on regarde l'histoire ancienne, euh, il y avait ce qu'on appelle le système censitaire, c'est-à-dire que il fallait avoir un certain moyen, c'est-à-dire financier en tout cas, il faut avoir les moyens, et un certain rang pour pouvoir voter. Hein. Donc on n'était pas encore au suffrage universel. Le suffrage universel, c'est le fait que le peuple lui-même puisse voter n'importe qui, hein, un homme, une voix. Voilà, c'est ça le suffrage universel. Mais sinon, auparavant, c'est le système censitaire. Bon, ça, c'est dans les souvenirs de mes cours d'histoire politique il y a quelques années déjà. Bon. Vous voyez, donc c'était des gens qui avaient un certain moyen, qui payaient pour voter, hein, parce que c'est compte tenu de leur rang social, et que le peuple était complètement, comment dire, exclu. Voilà. Donc le vote n'était pas inclusif, il était exclusif. Voilà, il faut bien comprendre ça. Mais en réalité, le problème en France, c'est que la révolution de 1789, c'est une pure escroquerie parce qu'en fait, on fait croire que c'est la révolution du peuple alors que c'est des bourgeois qui se sont emportés, qui ont emporté le pactole. Le peuple, certes, s'est battu et tout, mais ce sont eux qui ont fait l'escroquerie. Voilà, ils ont escroqué le peuple. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'avec le temps, là, ça donne ça. Vous voyez. Et donc je dis que quand vous voyez la Première République, la deuxième, la troisième et la quatrième, maintenant on est dans la cinquième, selon moi, quand j'observe comme ça, je dis même la démocratie était beaucoup plus importante dans la quatrième République que la cinquième. Parce que, en fait, on entend dire que pendant la quatrième, bon, mais c'était, ils renversaient comment on appelle ça, le pouvoir en place et tout, parce que le Parlement était très fort. Or là, quand la cinquième République arrive avec le général de Gaulle, ben, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on remet le pouvoir à un seul homme, qui est le président de la République, en l'occurrence. Vous voyez? Et que le Premier ministre qui est nommé après, lui, il est là pour faire le sale boulot. Vous voyez? C'est un peu ça. Maintenant, Sarkozy, lui, quand il est arrivé, eh ben, il faisait les deux. Hein. Il avait le poste de président et le poste de Premier ministre. Un peu comme ce que fait aujourd'hui Macron, c'est la continuité. Et puis, avant Macron, il y avait eu aussi, comment il s'appelle, François Hollande. Voilà. Mais tout ça est géré par l'oligarchie. C'est-à-dire que plus les années... On va dire quoi? On va dire que je sais même pas, bon, j'essaie de quand même essayer de garder une petite indulgence. On va dire les élections, par exemple, en 74 et en 81, c'est-à-dire 74, c'était Giscard qui était arrivé au pouvoir, hein, il avait battu Mitterrand, et puis maintenant Mitterrand prend sa revanche et il gagne en 1981. Bon, là-bas, on pouvait encore, bon, mais après, si on veut encore garder une petite indulgence, on dit allez, l'élection de Chirac. Mais sinon, après Chirac, c'est fini. Là, c'est la débandade, c'est-à-dire que c'est... Là, en fait, parce qu'auparavant, ils se gênaient, donc ils étaient discrets, mais là, ils ne se gênent plus depuis l'élection Sarkozy, après Sarkozy, comment dire, Hollande, après Hollande, maintenant, comment dire, Macron. Vous voyez, eh ben, c'est l'oligarchie qui décide de tout. Parce que d'abord, ils se sont emparés de tous les médias, hein, tous les grands médias en France. Et ce qui est regrettable, moi, ce que je regrette souvent, c'est que je dis, mais que les trucs privés soient pris, d'accord, mais pourquoi les chaînes publiques, c'est-à-dire radio et télévision, eh ben, ils font pareil, si ce n'est pire même que le privé. Or, le privé, ben, c'est une contribution privée par définition. Mais le public, ben, c'est la redevance, c'est-à-dire c'est les impôts que payent les citoyens. Et que par conséquent, le service n'est pas rendu aux citoyens. Bah oui. Ah oui, parce que ne serait-ce que la représentativité. Vous voyez? Donc, comme je vous disais, Macron lui-même à l'époque disait qu'il est arrivé au pouvoir par effraction. Mais ça veut tout dire. C'est clair. C'est-à-dire qu'on a forcé la main au peuple. On a bourré le crâne du peuple et il a fini, comme il n'est pas très averti, comme il n'est pas très politique. Hein, vous comprenez? Il y a quelques personnes comme ça qui sont avisées, quelques personnes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes. Hein, non, pas du tout les Français. C'est pas ça. C'est que simplement, ben, c'est une question d'éducation. Un peu comme je vais vous dire, pour faire la parenthèse avec l'Afrique. Mais en Afrique, moi, ce que je regrette, c'est que je dis, mais on a les grands penseurs, Dieu seul sait. Eh bien, il faut, depuis, on va dire quoi, les indépendances datent de 1960. Mais il aurait fallu que 10 ans, 15 ans, ou même 20 ans après, c'est-à-dire à partir de 1980, voilà, là, on bouleverse tout. Quand je dis 80, pourquoi? Mais parce que je dis, on ne peut pas du jour au lendemain. Mais par exemple, au bout de 20 ans, c'est suffisant pour changer, ne serait-ce que le contenu des bouquins. Tous les bouquins en Afrique, francophones principalement, puisque regardez le résultat des courses. Hein, c'est la zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus. Or, ce n'est pas le fait du peuple, c'est parce que les gens qui ont pris le pouvoir depuis toujours, ben d'ailleurs la France, elle s'en est chargée. Parce que je dis toujours que vous imaginez, il y a deux options.
l'option dans laquelle on vit avec des gens que la France a mis au pouvoir. Or, je me dis toujours, il ne faut pas oublier, si la France n'avait pas assassiné les dirigeants, hein, comme les Modibo Keïta, comme les Sylvianius Olympio, comme les Patrice Lumumba, la France a participé indirectement, parce que là, ça concerne les Belges et les Américains. Bon. Mais tous les dirigeants africains, parce que la France détient le record d'avoir assassiné les dirigeants africains. Donc, Thomas Sankara est un des derniers, et puis il y a aussi Muammar Kadhafi. Mais je dis, mais si ces gens-là n'avaient pas été assassinés, vous êtes d'accord avec moi que les pays africains auraient une autre comment dire, envergure au point de vue comment dire, sociologique, au point de vue économique, au point de vue politique, à tous les niveaux, c'est clair. Et d'ailleurs, eux, qu'est-ce qu'ils redoutent c'est que l'Afrique puisse un jour sortir la tête de l'eau. Du coup, même aujourd'hui, regardez ce qui se passe avec le président, comment dire, de Éthiopie, voilà, Abiy Ahmed Ali, le premier ministre là. Regardez ce qu'il lui faut endurer. Et puis ce qui est, comment dire, anecdotique, c'est que ces gars-là, ils lui donnent le prix Nobel en 2019, puisqu'il arrive au pouvoir en 2018. Et puis, 2 ans après, en 2021, ils sont en train de lui faire la guerre. Voilà. Parce que simplement, il a refusé la corruption. Parce que le prix Nobel, c'est la corruption, hein, corruption morale. Puis matériel aussi, un peu d'argent, mais c'est surtout moral, puisque c'est une portée mondiale. Vous prenez combien de personnes comprennent que c'est une escroquerie. La plupart des gens pensent que le prix Nobel, alors qu'on est en 2021, moi je vous dis, moi j'ai décroché à partir du moment où ils ont remis à Barack Obama. Et puis même peut-être avant Obama, quand j'ai vu que Nelson Mandela à l'époque, on lui donne le prix et on lui demande de partager avec Frédéric Desclercq. Moi je suis quelqu'un, je dis la justice. Alors, une parenthèse très rapide. Il y a un frère ou une sœur, je ne sais plus, mais excusez-moi, mais en tout cas, quelqu'un m'a envoyé un commentaire, il m'a dit, voilà, je suis d'accord avec toi pour ta religion, parce que je dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et la personne a ajouté, il faut mettre l'amour. Elle a pleinement raison. Mais sauf que, à vrai dire, c'est sous-entendu. Ben oui, parce que quand je dis que ma religion, c'est la vérité et la justice, vous êtes d'accord que je suis plus proche, je suis même ancré dans l'amour que celui que ça ne concerne pas la justice ni la vérité. On est d'accord. Donc ça veut dire que c'est sous-entendu, voilà, l'amour sous-entendu. Voilà. Donc je fais la parenthèse pour la personne qui m'a envoyé un commentaire, que je remercie pour son attention et puis pour, comment dire, le fait de, comme ça, comment dire, être intéressé à mes propos. Voilà. Hein? Donc, ce que je voulais dire, c'est que au fond, on est dans cette situation-là et finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens pensent que la démocratie en France, elle marche. C'est pas vrai. C'est un leurre, c'est des mises en scène et ils ont suffisamment de moyens pour justement faire que on n'y voit que du feu. Voilà. Or moi, forte de mon expérience de vie ici, hein, puisque ça fait des décennies, eh ben, au fur et à mesure, j'ai compris. J'ai très bien compris, parce que je suis passionné par la vie politique, donc ça facilite les choses. C'est dans tous les domaines pareil. Hein. C'est-à-dire que quand tu es passionné d'équitation, ou passionné de golf, ou passionné de football, passionné de je sais pas quoi, hein, dès lors que vous avez une passion, c'est plus facile. Hein, ou pour apprendre des langues, si tu es passionné d'anglais ou d'espagnol ou de telle langue africaine, quand tu es passionné, c'est plus facile. C'est l'ordre naturel des choses. Voilà, c'est ce que je veux dire. Vous comprenez? Alors que celui qui n'est pas passionné, bon, mais il va comprendre, hein, mais il va mettre plus de temps. Voilà, c'est ça la différence. Quand on est passionné, on est à l'aise parce que ça coule. Hein. Bon. Donc, au fond, très important. Beaucoup d'Africains aujourd'hui, même en 2021, ils sont dans l'image de la gauche et la droite. Et moi, justement, je suis content de faire des vidéos parce que quand je ne faisais pas des vidéos, bon, je ne pouvais pas expliquer ça. Alors là, je peux expliquer, même si c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui me suivent encore. Mais déjà, ça, c'est pas mal parce que petit à petit, les choses vont reprendre leur ordre. Mais je veux dire par là que si j'ai déjà mes abonnés ou les gens qui me suivent, ils peuvent comprendre ça. Après, eux vont essayer de diffuser ça. C'est le but. Hein. C'est pour ça que je dis, mettez des pouces hein, et puis partagez au maximum. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en France, la gauche et la droite, elles existent quand il s'agit du problème franco-français. Mais franco-français au sens, comment dire, restreint du terme. Hein. C'est-à-dire que la France métropolitaine. Parce que la gauche et la droite, quand vous allez... D'abord, je vais prendre l'exemple des pays... Enfin, ces pays d'une certaine façon, parce que je demande leur indépendance. C'est-à-dire que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, regardez la Nouvelle-Calédonie. Là, l'actualité, je fais rapidement la parenthèse. Si j'ai le temps, je vais peut-être revenir là-dessus. C'est qu'il y a un référendum qui est prévu là. Je crois que c'est le 10... ouais, c'est peut-être aujourd'hui même. Référendum prévu en Nouvelle-Calédonie. C'est le 3e. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Calédoniens, qui sont là-bas, c'est chez eux. Eux, ils disent que non, ils demandent le report parce qu'il y a des problèmes de Covid, donc ils n'ont pas le temps de pouvoir se déplacer pour aller battre campagne.
et l'autorité française, en fait, l'État français, avec Macron et compagnie, dit non, 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 la date là, on ne va pas la bouger, on la laisse telle qu'elle. Sauf que eux, maintenant, ils ont décidé de boycotter. Donc, quand je vous dis souvent que j'ai disqualifié la France, ça, c'est un exemple qui s'ajoute. Et oui, parce que si on est dans une démocratie qui se respecte, mais non, mais on doit faire preuve de transparence à tous égards et à tout instant. Or là, qu'est-ce qu'on fait? On est dans un hold-up que veut opérer l'État français en Nouvelle-Calédonie. Alors qu'ils ont payé des forts tributs, hein, rappelez-vous, hein, les grottes de Douvéa, hein, avec Jean-Marie Tjibaou et tout ça. Et puis ses compagnons de lutte. Hein. On a tout fait, on a déjà comme ça tué des gens froidement. Hein, le GIGN ils sont descendus là-bas et puis allez. Hein, comme on l'a vu des Noirs, il ne se compte pas, et bien paf, hein, c'est comme des animaux, on les a neutralisés. Vous comprenez? Et suite à ça, il y a eu des discussions. C'était à l'époque quand M. Comment on appelle là, Rocard, voilà. Michel Rocard était Premier ministre, donc il y a des négociations, accord de Matignon. Hein. Bon. Mais les Français, le problème, c'est que plus colonialiste que eux, tu meurs. C'est ça qui est clair. Et moi, ce que j'ai observé qui m'a tilté un peu, vous savez, le référendum qui a eu lieu à l'époque avec le général de Gaulle pour demander aux pays africains s'ils veulent rester dans l'Union française, eh bien, la question qui était posée, elle était formulée de sorte que si on est pour rester dans l'Union française, on disait oui. Vous comprenez? Mais bon, je ne sais pas si vous allez comprendre. Parce que, en fait, là, pour la Nouvelle-Calédonie, je crois qu'ils ont tiré les leçons, puisque à l'époque, Ahmed Sékou Touré avait dit non. Voilà. Et du coup, maintenant, ils ont reformulé autrement. C'est hyper important au niveau psychologique. Parce qu'eux, ils sont payés pour ça, donc ils étudient bien la question. Et moi, à mon petit niveau, quand j'ai vu le référendum en Nouvelle-Calédonie, puisque je vous dis, là, on est à la troisième, comment dire, parce que c'était prévu en 3 volets. Hein. Il y a eu le premier, là maintenant. Bon, mais ça m'a intéressé. J'ai dit, ah tiens, 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 vous voyez. Donc voilà, c'est une parenthèse que je ferme pour dire que la France est disqualifiée sur le plan démocratique et que les frères et sœurs qui vivent ici, c'est encore pire, et ceux qui vivent en Afrique ou je sais pas ailleurs, il n'y a pas de gauche ni de droite quand il s'agit de parler des questions qui concernent les Noirs qui habitent dans les Antilles. Je vous ai cité tout à l'heure, hein, donc hein, la Guyane et tout ça. Non, non, non. Et puis l'Afrique, alors là, c'est le pompon. Vous voyez. Donc, autant pour dire quoi? Pour dire que, en fait, quand ils parlent de gauche et de droite, ben c'est leur cuisine interne d'une certaine façon. Mais vraiment caucasien. Hein. On reste entre nous. Mais dès lors qu'on parle de ce qu'ils appellent l'intérêt supérieur de la nation, quand on parle de l'Afrique, il n'y a plus de gauche ni de droite. Il faut le comprendre définitivement. Et que tout le reste, ce n'est que diversion, tout le reste, ce n'est que des tours de magie. Voilà. En fait, que je t'embrouille, que je te dise tout et le contraire. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, ils ont suffisamment de moyens, hein, avec RFI, avec tout ça, et puis des divertissements. Et du coup, les gens croient que les gens de gauche... Non, je vous dis, moi, j'ai pris connaissance des interviews de Cheikh Anta Diop ou de ses conférences qu'il a tenues à Niamey, et c'est beaucoup plus récent, mais même bien avant ça, compte tenu de mon expérience de vie ici, j'avais déjà compris ça. Mais en ayant vu lui, ses propos sur ce qu'il pensait de la gauche, je me suis dit, mais ouais, mais là, c'est confirmé, puisque j'ai beaucoup d'admiration pour ce grand monsieur. Vous voyez, il a expliqué, je cherche à vous montrer ça, mais à chaque fois, j'ai du mal à le trouver. Maintenant, ceux qui arrivent à le trouver, bon, mais qu'il me donne les références et puis qu'il puisse me dire à quelle minute. Parce que c'est les conférences qu'il a tenues à Niamey à l'époque, hein, dans les années 80, hein, eh ben, je ne trouve pas la minute. En fait, vraiment à l'endroit précis où voilà, parce qu'il parle de la gauche tranquillement, il explique, il dit, mais ils sont pires. Parce que ils sont dans une démarche, en fait, qui n'est pas pareille que celle de la droite, qui va être beaucoup plus directe, voilà, qui disent les choses, et puis toi, tu gagnes du temps, puisque tu sais à qui tu vas faire. Alors que la gauche, ils te la font en douceur, ils te la font avec, un peu comme si on te faisait avaler avec du sucre. Mais le truc, le produit, il est dedans, il y a juste du sucre, du coup, tu ne sens pas. Mais après, tu vas le sentir, parce que, voilà, la gauche, c'est un peu ça, vous voyez. Donc, moi, forte de mon expérience de vie ici, je vous dis, la gauche, c'est pire. Alors, il ne s'agit pas d'aller dire, on va épouser la droite, tout le monde, mais c'est pas, je veux dire que il faut maintenant prendre du recul et se dire, mais attendez, pourquoi la question africaine, eh ben, elle n'est pas traitée? Quand je dis elle n'est pas traitée, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il y a, vous savez, dans les parlementaires, hein, je parlais Bourbon, les députés là, eux tous, ils ont des commissions d'amitié avec les différents pays. Alors, tu te dis, mais on prend la République centrafricaine. Pourquoi ceux qui sont députés, enfin qui sont dans la commission, pourquoi ils font rien pour que, justement, on lève le pied sur la mainmise de la France? Pourquoi il n'y a pas de débat sérieux, commission d'enquête, sur le franc CFA? Pourquoi il n'y a pas de débat sérieux sur les bases militaires françaises qui sont implantées là-bas et qui prennent en otage tout le peuple français? Enfin, le peuple français, que dis-je? Ouais, lapsus. Le peuple français est le premier d'ailleurs emprisonné, hein, la preuve en est. C'est le sort jusqu'à payer le prix qu'a payé le gilet jaune, voilà. Donc, d'une certaine façon, le français de base, j'entends. Maintenant, c'est surtout le peuple africain. Et je dis toujours que, en fait, les gilets jaunes, eux, ils sont en train de payer
ce que la France a fait subir, les dirigeants français, hein, l'oligarchie française, a fait subir depuis des siècles à tous les peuples qu'elle a colonisés. Et là, pour nous autres, Africains noirs, nous, on est les derniers de la classe. Et nous, on se bat là au quotidien, on se bat tous les jours pour justement sortir de ça, de cette emprise-là. Et malheureusement, il y a des frères là qui, avec des miettes, et même les miettes, même c'est encore fort, mais juste, devant même, il s'agit juste de leur faire des promesses, et puis voilà, ils tombent dedans, et puis ils sont partis. Mais c'est l'aliénation qui veut ça, c'est clair. Voilà. Donc on va revenir à Zemmour. J'ai toujours plein de choses à dire, et j'ai peur de, comment dire, aller très loin, et puis pendant ce temps-là, on va rater l'essentiel. Bon. Zemmour, figurez-vous que c'est toujours la continuité de Macron. C'est-à-dire l'oligarchie va le prendre là, comme ça, et ils nous disent quoi? Ils nous disent que même là, il a eu des millions là, quand il a commencé sa première réunion publique. Vous voyez, il a des fonds qui viennent, hein, et puis il a créé son parti s'appelle le Parti de la Reconquête. Voilà. Et puis là, si tu vas adhérer à son parti, c'est 30 euros. Vous voyez, ils ont déjà fait les calculs et ça fait rapporter des millions pour battre, parce que là, ça coûte cher les campagnes électorales. Voilà. Mais bon, tout ça, c'est l'oligarchie qui manipule tout le monde. C'est ça qu'il faut que je veux que vous compreniez pour la France. Hein. Ils ont déjà fait le choix. Je crois qu'aujourd'hui, bon, par hypothèse, moi je pense que voilà comment ça se passait. Notez bien, hein, je pense que Zemmour ne pourra pas gagner. Ça, c'est mon point de vue, en tant que, justement, accessoirement spécialiste de la France. Zemmour, ils font juste monter la sauce. Et que, je pense qu'il va jouer comme rôle, il va jouer le rôle peut-être que Marine Le Pen a joué en 2017. Voilà, je crois plus à ça. Voilà le scénario qui se dessine. Après, il peut y avoir Mais bon, au jour d'aujourd'hui, je vous dis, on est, comme il y a le 10 décembre 2021, voilà ce que je donne comme point de vue. Pourquoi? Parce que euh, les comment on appelle, républicains, là, avec leur primaire, là, qui est sorti du lot, c'était Éric Ciotti, voilà, un des députés là, qui est plus proche du Front National que, voilà, et qui n'a même pas fait son service militaire, et puis voilà, c'est ça, il fait partie des civils, justement, qui sont des excités des ventes en guerre, alors qu'il n'a même pas fait son service militaire, voilà, vous comprenez? Bon, que si je voulais dire d'autre, donc lui, quand il y a eu les primaires des républicains, normalement, c'est lui qui arrivait en tête. Et finalement, Valérie Pécresse, qui elle arrive en deuxième position, ben, c'est elle maintenant qui est promue. C'est-à-dire que les autres candidats ont dit non, 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 nous on apporte notre soutien à Valérie. Donc, mais c'est l'oligarchie qui décide de tout ça. C'est-à-dire que tout ça est ferme coulisse. Mais le français, il n'y voit que du feu. Voilà. Et donc la mise en scène est tellement bien faite que, bon voilà, les gars, ils comprennent rien. Voilà. Donc Valérie Pécresse, c'est elle qui maintenant va être la représentante des Républicains pour l'élection qui est prévue au mois d'avril 2022 en France, l'élection présidentielle. Maintenant, Macron, lui, tout va se jouer si jamais il y a la machine qui est mise en route pour le dénigrer, c'est-à-dire dénoncer tous les problèmes, parce que eux, ils ont, justement, comme je dis souvent, l'oligarchie tient tout le monde. Hein, elle tient tout le monde, sur le plan financier, pour certains, sur le plan fiscal, sur le plan des mœurs, voilà, c'est-à-dire pédophilie, qu'est-ce qu'il y a encore, enfin plein de trucs, ils ont tout le dossier de tout le monde. Et c'est pour ça que, rappelez-vous, c'est ça qui aide facilement à comprendre. À l'époque, ils avaient fait monter quelqu'un comme comment il s'appelle, Fillon, François Fillon, voilà. Et qui aurait parié à l'époque, si ce n'est les gens avertis, les gens qui s'y connaissent, que Fillon n'allait pas passer, alors qu'il était vraiment en bonne position. Or, justement, comme ce sont eux qui décident, eh ben, ils ont fait monter Fillon, et puis au dernier moment, pas fait lui sortir les trucs comme ça qui sont dérisoires, hein, les histoires de costumes. Alors que je vous dis, moi, dans mon procédé, je dis, voilà, soit on chope tout le monde, soit on chope personne. Or, en France, c'est pas ça. Hein. D'abord, ils ont cette culture-là qui remonte avant ou même, en tout cas, il y a l'histoire de le procès de Dreyfus, hein, le capitaine de Dreyfus, vous voyez. Eh bien, c'est toujours l'histoire du bouc émissaire. Alors, on chope quelqu'un, me dit, bon, toi, tu vas payer. Et puis, pendant ce temps, les autres se planquent. Vous voyez, j'ai déjà parlé dans mes vieilles vidéos, mais j'en parle là maintenant parce que, bon, ceux qui n'ont pas pu voir mes vieilles vidéos, c'est que je dis un exemple. Jérôme Cahuzac, ça a été le ministre socialiste à l'époque, qui était au budget. Voilà. Et ils l'ont chopé un moment en disant que voilà, il a de l'argent en Suisse. Il a mis de l'argent en Suisse. Et il a été invité sur tous les plateaux. Et puis on lui demande les yeux dans les yeux, voilà, dites-nous que vous n'avez pas de compte. Il dit non, 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 les yeux dans les yeux, j'ai pas de compte en Suisse. Voilà. Et en fait, bon, ils ont voulu se le payer, c'est ce qui s'est passé. Mais moi, à l'époque, Cahuzac, en tant que ministre, quand il perd son portefeuille de ministre, eh bien, il veut reconquérir son mandat de député, naturellement. Et là, tout d'un coup, au palais Bourbon, à l'Assemblée nationale, les autres députés, non, 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 faut pas qu'il revienne. Et bien moi, je fais partie quand j'étais chez moi, je dis non, non, faut qu'il aille là-bas, faut qu'il retourne là-bas. Et je me suis dit quoi, ça m'amusait parce que je me dis, mais en fait, vous savez pourquoi ils veulent pas? Mais parce que, en réalité, en France, vous avez 577 députés, donc vous enlevez, Skyrock, on va dire, donc 576, mais bon, en tout cas, il avait son suppléant qui a dû prendre son poste, donc lui voulait reprendre son poste en tant que titulaire. Bon.
Eh bien, la plupart, ils ont refusé. Mais j'ai dit, mais ils refusent pourquoi? Mais parce que en réalité, sur les 577, il y a peut-être que 5, je n'exagère rien du tout, 5 qui peuvent lui donner des leçons. Mais tout le reste, ils font pareil, si ce n'est pire que comment dire, Jérôme Cahuzac. Et c'est le fonctionnement comme ça, ici. Vous voyez, conflit d'intérêts. Voilà, donc l'oligarchie tient tout le monde, chacun, il y a des gens c'est le problème de sexe, il y a des autres c'est le problème d'argent, le fisc, c'est-à-dire les impôts qu'ils ne payent pas, voilà, donc ils détiennent le dossier de tout le monde, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et du coup, quand on arrive à, comment on appelle ça, au cas de Zemmour, j'ai dit, c'est un peu la continuité avec Macron, comme ils ont réussi à mettre Macron. Zemmour ne veut pas le mettre parce que bon, il prête à controverse, parce que Macron, c'était pas son cas. Vous voyez, Macron, c'était même bon chic, bon genre, et puis jeune premier, enfin bon, plein de trucs comme ça, qu'il avait beaucoup moins de défauts, si ce n'est d'avoir servi chez Rothschild, bon, en tant que banquier. Mais bon, ça a l'air d'être moins grave que Zemmour, on accuse d'être gros raciste, alors qu'il n'est pas, il est raciste, bon, enfin, mais je dis que moi, je n'aime pas ça parce que je dis, j'ai compris. Donc, il y en a plein, et je n'aime pas l'idée que les autres se cachent, et puis bon, moi, je dis, on sort tout le monde, soit on sort personne. Parce que le jeu français, c'est ça l'embrouille. C'est que quand on prend un, tout le monde est focalisé sur lui, alors que pendant ce temps-là, il y en a qui font pire que lui, mais qui sont planqués. Et donc je dis, moi, comme je me veux honnête, je dis non, 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 ça ne marchera pas avec moi. Voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que Zemmour, en fait, c'est justement l'idiot utile de cette oligarchie-là, parce qu'en réalité, c'est un chroniqueur sur les chaînes de télévision, et puis qui a aussi des chroniques commencé avec le journal Le Figaro, et des trucs comme ça, voilà, un journaliste. Voilà, tu vois, journaliste chroniqueur. Mais il est accusé en France pour, comment dire, insulter les musulmans, les noirs, enfin, il insulte constamment. Mais la question que se pose, c'est dit, mais comment ça se fait que, justement, ce monsieur-là, avec les condamnations qu'il a au tribunal, eh bien, aujourd'hui, maintenant, il a le culot d'être, comment dire, candidat pour l'élection présidentielle. Voilà, mais ça, c'est la France. Voilà. Et quand je parle de la disqualifier, mais c'est tout ça. Ça fait partie des chapitres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement d'éléments qui font que si on est sérieux dans la réflexion, on comprend bien que, je vous dis, quand vous comparez la France avec les autres pays européens, elle ne peut pas tenir. Parce que ce qui se passe en France, dans les autres pays, je ne vous parle même pas des pays nordiques, où là, juste, tu as brûlé un feu, hein, par, je sais pas, un petit degré comme ça d'alcool, dès l'instant, tu viens faire tu déposes comment on appelle ça, ta démission. Donc, pays nordiques, c'est qui? C'est la Suède, c'est la Finlande, c'est le Danemark, c'est. Vous voyez, je les cite souvent. Là-bas, on rigole pas. Il y a une moralité beaucoup plus forte, importante que la France. Et moi, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je dis, mais si c'est de l'argent privé, tu fais ce que tu veux. Mais quand c'est de l'argent public, c'est vrai qu'il appartient à tout le monde. Mais là-bas, je dis, mais c'est l'idéal. Parce qu'on doit. C'est clair. Pour moi, ça me paraît tellement bien. Mais oui. Parce que ça veut dire quoi? C'est que les gens travaillent, ils transpirent, et puis leur argent, ils cotisent, enfin, quand ils payent les impôts, ils payent des taxes, et puis toi, tu viens là tranquillement, tu prends ça, vous prenez ça, un petit groupe là de minuscules, et puis vous faites des arrangements, vous payez des vacances, vous payez votre confort, hein, n'importe quoi. Donc, pour moi, si tu veux faire ton confort, ton business, va faire privé. Et si tu veux faire public, alors là, ça ne rigole pas, et c'est la raison pour laquelle la référence, pour moi, c'est les pays nordiques. Voilà. Mais ceux qui connaissent aussi la question, ils savent de quoi je parle. Donc, pour revenir à Zemmour, toujours Zemmour, ben, figurez-vous que là, je la fais court parce que j'ai tellement de choses à raconter. Et je vous dis, c'est la chance de vivre à Paris, parce que j'habite à Paris. Et du coup, un jour, comme ça, à deux occasions, je l'ai croisé. Une première occasion, c'était. Il y avait, comment on appelle ça, une cérémonie de remise de prix. Bon, là, j'ai aussi pareil, le moment viendra où je vais vous donner plus de précision. Mais je vous dis simplement, quand on s'est rencontrés là-bas, je lui ai posé une question, parce qu'il y avait le public, il y avait tout le monde, donc moi je fais partie du public. Et j'ai dit, mais dites-moi, monsieur Zemmour, est-ce que, comment vous considérez? Est-ce que vous considérez que vous êtes un Français d'aujourd'hui ou un Français, je sais pas, du 16e, 17e, 18e siècle? Parce qu'il me fait penser beaucoup plus à ça. En tout cas, par son idéologie. Et là, il me répond le monsieur, il me dit, je suis pour la France éternelle. Voilà. En fait, il m'a embrouillé comme ça, il m'a sorti ça. Et ça, je vais jamais oublier parce que je dis, ben, il a trouvé une voie comme ça pour s'en sortir. Et puis quand c'est comme ça, je peux vous dire qu'il ne s'attarde pas, parce qu'en fait, on donne le micro à quelqu'un et puis après, on le reprend rapidement. Voilà. Ça, c'est la première rencontre. C'était dans un café à Paris. Pour ceux qui veulent s'en souvenir, c'est non loin de qu'on appelle ça le théâtre de l'Odéon, hein, l'Odéon à Paris. Il y a un café comme ça qui n'était pas loin. C'est là-bas qu'il y avait cette cérémonie là-bas. Première rencontre. Deuxième rencontre, je l'ai croisé un jour dans le métro, à nouveau, voilà. Et quand je le croise dans le métro, en fait, là aussi pur hasard, hein, c'est les hasards. Bon, voilà. En tout cas, les probabilités sont beaucoup plus importantes quand on est dans la même ville, puisque là on est à Paris, donc c'est normal. Parce que si j'étais, je sais pas moi, en Nouvelle-Zélande ou machin, ou au Canada, vous voyez, donc c'est plus difficile. Donc tout s'explique. Et quand je l'ai vu dans le métro, comme ça, c'était pas bondé, et donc il y avait de la place, et je suis allé à côté de lui. Et il se trouve que ce jour-là, j'avais un bouquin avec moi, c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo, en fait. Voilà ce que j'avais comme bouquin.
C'est écrit par Jean-Baptiste Onana, hein, qui est un historien, comment dire, camerounais. Voilà. Vous voyez, il y a longtemps qu'il a sorti ça. Hein. Bon, en fait, il parle de la condition des Noirs de manière générale, et puis en particulier en France, par exemple. Hein, l'histoire du plafond de verre, c'est-à-dire les difficultés pour les Noirs face à toutes les situations au niveau social, professionnel, et trouver de logement, enfin tout ça. Et donc, moi, quand j'ai montré ça à Éric Zemmour, je lui ai dit, écoutez, monsieur, vous qui êtes chroniqueur, parce qu'à l'école, il était chroniqueur chez Laurent Rouquet, sur la chaîne, la deuxième chaîne française, je crois. Voilà. Donc, je lui montre ça, je lui dis, dites-moi, vous qui êtes chroniqueur là-bas, est-ce que vous ne pourriez pas parler de ce bouquin-là? Et ça y est, la réaction qu'il a eue, d'abord, il a eu peur. Quand je dis il a eu peur, c'est que, en fait, c'est des gens, alors que je ne suis pas parti pour l'agresser, hein, voilà, moi, ça ne m'intéresse même pas. Je suis plutôt pour, j'ai du concours d'intellect, voilà, on va jouer dans le pacifisme à fond. Voilà. Et donc, il voit ça, mais pourquoi il a peur? Parce que c'est des gens qui sont dans l'imposture. C'est clair. Parce qu'il me dit, oui, mais moi je m'en occupe pas et tout. Mais vraiment dans la fuite. Vous voyez. Alors que si tu n'es pas dans l'imposture, tu es assis tranquillement. Enfin, bon, on me dira, oui, mais il était peut-être occupé. Non, 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 c'est pas la question. Non, non, en réalité, c'est parce que la plupart de ces gens-là, justement, ils escroquent le peuple français et ils n'y voient que du feu. C'est ce que je tiens à vous expliquer. Hein. Ceux qui veulent noter encore, en fait, Jean-Baptiste Onana, Sois nègre et tais-toi, et c'est aux éditions du Temps. Vous pouvez retrouver ceux qui veulent l'acheter, voilà. Et très très bien comme bouquin. Mais ça fait longtemps que je l'avais, hein. Je sais pas quelle année j'ai acheté ça. Donc voilà. Donc c'est à cause de ça que je dis, bon, il faut que je fasse une vidéo pour expliquer à mes abonnés, ou tous ceux qui me suivent, l'occasion que j'ai eue de rencontrer Éric Zemmour, et que j'ai dit, finalement, ce qui va se passer, le scénario, c'est que, observez bien, Macron, si jamais il repasse pour un deuxième mandat, c'est parce que, avant qu'on arrive au mois d'avril, il n'y a pas eu de publicité pour le détruire. Parce que, prenez l'expérience de François Fillon, vous avez vu, l'oligarchie, elle fait les mises en scène, comme ça, elle monte tout le monde, et elle donne l'impression au monde entier, sur Français d'abord en premier, et puis au monde entier, que voilà, la démocratie marche nord, que pas du tout. Parce que tout est pipé, tout est cadenassé. Cadenassé, c'est le cadenas, c'est fermé. Voilà. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens très qualifiés. Moi, je cite souvent le cas de M. Alcellino. Alors, c'est vrai qu'il y a des frères qui me disent, oui, mais en fait, Alcellino, son expérience est très intéressante. C'est ça que les frères ne comprennent pas. Lui, il est dans la même démarche que nous. Nous, on demande de sortir du CFA, et lui, il demande de sortir de l'Europe. Et je me dis, mais pourquoi croyez-vous que l'oligarchie ne veut pas que la France sorte de l'Europe? Mais parce que si la France sort de l'Europe, elle va être isolée. Donc stratégiquement, c'est intéressant pour nous, je vous le dis aujourd'hui. Je ne voulais pas le dire parce que je laissais deviner, mais il ne devine pas. Bon. Donc je veux dire que, intellectuellement, il est beaucoup plus honnête que la plupart. Parce que les autres, ils sont sans foi ni loi. Voilà, ils ont sans état d'âme. Tandis que lui, il y a quand même un minimum de croyances et puis de valeurs. Voilà. Donc comme lui dit qu'il veut sortir de l'Europe, et puis nous, on veut sortir du franc CFA, sachant que je précise bien que lui, il est militant de la France-Afrique. Je ne suis pas dupe de ça. Mais simplement, ça m'intéresse sa démarche parce que je vous dis, tiens, c'est similaire. Parce que nous, on veut sortir du franc CFA, et puis lui, il dit qu'il veut sortir de l'Europe. On se rejoint quelque part. Et puis maintenant, le moment venu, on va pouvoir s'expliquer. Or, ce que vous constatez, c'est que lui, il est marginalisé, alors que normalement, depuis ces 10 dernières années, je vous dis, c'est l'homme politique français qui est le plus respectable, qui est le plus honnête. Sinon, tout le reste, ils sont dans la manigance, ils sont juste le pur matériel. Voilà, ils sont là pour leur petit ego, et puis matériel surtout, parce que lui aussi, il a son ego, mais la différence, c'est que lui, il sort major de sa promotion, il est très intelligent, très cultivé, très instruit, vous voyez, très brillant. Eh bien, il aurait pu être directeur d'une société comme ça, où il a beaucoup plus d'argent, parce que les gens de sa promotion, justement, il y en a qui sont fortunés. Mais quelqu'un comme ça, qui a cette possibilité, puis qui renonce à ça et qui vient faire de la politique, je dis, mais non, lui, il est patriote, et puis il préfère gagner moins, et défendre les intérêts de son pays plutôt que voilà, ceux qui sont portés sur le matériel, c'est ce que je veux dire. Vous comprenez? Donc, le soutien que j'apporte à Asselineau, c'est plutôt stratégique parce que ça m'intéresse, et là aussi c'est la réflexion comme ça, et puis aussi, surtout, si vous voulez, je veux dire, moi je préfère quelqu'un comme lui qui a un minimum que des gens qui sont sans foi ni loi. Voilà la différence. Et puis on apprend avec lui. Suivez un peu ses conférences. Vous comprenez? Bon, maintenant, je sais très bien que, voilà, et même pour vous dire, j'ai envoyé un message un jour pour vous dire, parce que je voulais mettre en contact avec Madame Yamb et tout ça. Bon, elle va apprendre par ma vidéo, mais elle ne savait même pas. Mais je dis, mais tiens, ce serait intéressant qu'il y ait. Ben, ils m'ont jamais répondu, mais ça ne m'étonne pas. Mais oui, ça ne m'étonne pas. Mais seulement, je dis, voilà, ça, c'est des exemples qui montrent que je dis, mais voilà les limites. Et puis, on l'a interrogé aussi sur le franc CFA, et là-dessus, tout de suite, il commence à bafouer. Donc, je ne suis pas dupe de ça. Il faut bien comprendre. Mais j'ai dit, sa démarche est très intéressante pour nous autres qui voulons que la France nous fiche la paix. Lui, il veut que l'Europe fiche la paix à la France. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Hein? Donc, j'espère qu'on a compris maintenant parce que, bon. Hein, voilà. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, Zemmour, il va juste aller au deuxième tour, si jamais dans les meilleurs des cas, mais il ne pourra jamais être président de la France. Sauf si l'oligarchie le veut.
Mais en fait, les conditions ne seront pas réunies. Parce que regardez, le premier meeting qu'il a tenu, vous voyez bien comment ça s'est passé. Tout ça, c'est des mises en scène. Voilà, pour que, au lieu de parler de l'essentiel, pendant ce temps-là, on parle que de ces petits trucs-là, de bricoles, hein, les agressions là. Hein, on va passer 1 heure là-dessus, et du coup, on va faire 1 ou 2 minutes sur l'essentiel. Alors que ça devait être le contraire. Vous comprenez? Bon. Donc, je vous dis, tout est fait ici pour brouiller les pistes, pour faire diversion, pour, en fait, ne pas dire la vérité aux Français. Et puis, donc, Macron, il pourra avoir un deuxième mandat. Hein, c'est toujours l'oligarchie qui décide. C'est pas le peuple français. Le peuple français, on lui fait croire. Donc, il est dans l'illusion totale. Vous comprenez? Voilà. Donc, merci à vous pour votre attention. Et puis, voilà, même Anne Hidalgo, qu'on fait, tout ça, c'est des mises en scène. C'est-à-dire que même Anne Montebourg, il était allé faire ses affaires, on l'a ramené encore, on vient ici. Mais ils viennent là juste pour les mises en scène. C'est-à-dire parce que ça participe justement à faire croire. Mais sinon, au fond, ils n'ont plus la main. Ils ont plus la main. Donc, à la limite, je vous encourage à regarder les débats de les Gilets jaunes ou d'Étienne Chouard, par exemple, entre autres. Hein. Parce qu'il y a quelques personnes comme ça qui sont sincères. Mais sinon, le reste, ils sont dans, comment on appelle ça, la marmaille à la française. Voilà. J'espère que j'ai été clair, mais bon, je reviendrai. Hein, n'hésitez pas dans les commentaires surtout, et puis comme ça, je pourrai revenir éventuellement. Merci beaucoup pour votre attention, et puis à très bientôt. Merci bien.